La première, No matter where you live, l'histoire continue. we'll find you. Hélène Maquet. Première télévision musicale, MTV, Music Television. Une dizaine de clips par heure, 24 heures sur 24, de la publicité bien ciblée. You are experiencing the sight and sound of MTV. Music Television. Parfois, la révolution vous tombe dessus comme ça, un lundi midi en plein été. Ça peut paraître absurde, mais quelquefois, une idée, sans qu'on sache toujours pourquoi celle-là précisément, traverse la société et trouve tout de suite son public, sa place dans la vie de toute une génération. Voici l'histoire d'MTV. La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Histoire continue. Nous racontons aujourd'hui une véritable épopée de la télé au tout début des années 80, celle de MTV, première chaîne de télé musicale née dans un studio du New Jersey aux États-Unis. MTV va bouleverser l'économie, l'industrie de la musique et aussi la manière de faire de la télé. Alors on n'a pas, et c'est infiniment dommage, de Bertrand Haine avec nous. Ça arrive. Mais nous avons avec nous, et ça c'est heureux, un Bernard Dobelair, journaliste musical, conseiller musical à la RTBF Radio. Bonjour Bernard. Bonjour Hélène. Et puis nous avons également l'immense plaisir de recevoir Benoît Dokwang. Bonjour. Bonjour Hélène. Réalisateur, producteur de clips, notamment musicien déjà à la retraite, oui. Mais producteur aussi de ses propres clips. Bonjour à tous les deux. Alors avant de démarrer cette émission, je voudrais vous demander, quand je vous dis MTV, Benoît, c'est quoi l'image qui vous vient spontanément ? Alors, moi, je suis né en 91, donc on pourrait dire que je suis un peu un enfant d'MTV, je pense. Mais le moment qui me revient directement, c'est le retour de l'école avec mon petit frère, où on allumait la télé, on se mettait dans les canapés et puis on regardait MTV en boucle. Et je me souviens qu'il n'y avait pas énormément de clips qui passaient, donc on voyait les mêmes clips sur l'après-midi 3, 4, 5 fois. Et puis je pense à certains clips très mythiques qui ont vraiment marqué cette période de ma vie, par exemple Californication des Red Hot, où c'était en jeu vidéo, ça c'est vraiment un clip qui m'a marqué, ou le clip d'Ozone à l'époque, je sais qu'on le voyait beaucoup, où ils étaient sur les avions, mais donc c'est certains clips qui sont devenus vraiment cultes grâce à MTV. Bernard, quand je vous dis MTV, c'est quoi l'image, la sensation qui vous vient directement ? Bon, je ne suis pas de la même génération, donc pour moi, MTV, c'est les années 80. Enfin, vraiment, c'est indissociable. Il n'y aurait pas eu les mêmes années 80 sans MTV. Et oui, c'est les clips. Moi, je dirais Michael Jackson, Thriller. Ça, c'était absolument incroyable. Un clip qui durait, je pense, 30 minutes. Ils ont diffusé ça en boucle. Enfin, c'était un événement, vraiment. Pour vous, Bernard, ça a été la claque MTV ? Honnêtement, personnellement, non. C'est pas mon truc. Moi, je suis très musique. La vidéo, je suis désolé de le dire. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais c'était vraiment fascinant. Oui, c'était fascinant parce que c'était nouveau. Et puis, ça permettait de découvrir plein de groupes. Mais donc, surtout, Michael Jackson, Thriller, pour moi, ça, c'est vraiment le moment clé des années MTV. 80 en tout cas. Ça va être intéressant d'entendre vos perspectives à tous les deux. On se replonge d'abord dans les archives de la RTBF qui s'est très vite intéressée au phénomène MTV dès le début des années 80, raison pour laquelle nous avons d'assez chouettes archives. « 1er août 1981, il est midi et 1 minute. 7, 6, 5, 4, we've gone for main engine start, we have main engine start. Sur les écrans de télévision câblés du New Jersey, une image apparaît. Les réacteurs d'une fusée, puis l'astronaute américain Neil Armstrong surgit dans l'image. Gonflé dans sa combinaison spatiale, il plante un drapeau sur la Lune. Sur le drapeau flotte un logo, un grand M, flanqué des lettres T et V, peintes à la bombe. Mesdames et messieurs, rock'n'roll. Dans un studio en fausse brique rouge, écran et néon, un présentateur apparaît. Les coudes nonchalamment posés sur les genoux, chemise bleu ciel ouverte sur le torse, longue chevelure bouclée, mais franche sur le front. This is it. Welcome to MTV Music Television, the world's first 24-hour stereo video music channel. Une chaîne exclusivement musicale. Ça n'existe pas en cette année 1981. Alors, d'emblée, il faut rendre ça
un peu plus explicite. We all are so excited about this new concept in TV. We'll be doing for TV what FM did for radio. And let's get into it right now at MTV. Nous allons faire pour la télévision ce que la FM a fait pour la radio. Le premier clip de l'histoire d'MTV est lancé, un clip qui a été tout spécialement réalisé pour la naissance de la chaîne. Le morceau des Buggles est sorti 2 ans plus tôt et reflète l'époque. Video killed the radio stars. La vidéo a tué les stars de la radio. Le premier clip est mi-futuriste, mi-carton-pâte, mais le message est clair. Tout a commencé 1 an plus tôt, en 1980, dans une tour de verre de la 6e avenue à New York. Chez Warner Amex, une des divisions de la Warner Communication, maison mère de Warner Bros pour le cinéma et de Warner Music. La société possède déjà 2 chaînes de télévision thématiques qu'elle diffuse sur le câble via satellite, Nickelodeon, une chaîne de dessins animés, et The Movie Channel, qui diffuse des films. Nous sommes en 1980 et dans les locaux de Warner Amex, tout le monde fait le même constat. La télé est en plein essor, mais entre les enfants qui regardent des dessins animés et les parents qui regardent des films, il y a un public en quête de nouveautés. Les adolescents et les jeunes adultes. Une génération née avec la télévision. Les États-Unis d'Amérique. 210 millions d'habitants, 80 millions de postes de télévision, 1300 systèmes de câbles. Dans ce pays inondé par l'image électronique, nous avons demandé à la TV Generation ce qu'elle pensait de sa télévision. La TV Generation est assez claire, elle ne trouve pas son compte dans des formats qu'elle trouve vieillissants. They don't show nothing, it's just movies. Who wants to see something that someone else had created and put on film? Les 3 grandes chaînes, c'est vraiment moche. Alors, je regarde pas du tout. TV never just doesn't interest me. It's just boring concept. Les grands réseaux américains ne font plus recette auprès des jeunes. Et ça, John Sykes, cofondateur d'MTV, jeune homme en costume-cravate dont la dégaine n'a rien de celle du rocker, l'a bien compris. Beaucoup de gens qui ont la vingtaine sont dégoûtés par les produits de masse. Juste les programmes médiocres qu'on trouve ici aux États-Unis sur les grands réseaux de télévision. Ils ont l'impression d'être au-dessus de ce genre de programme. Des jeunes qui ont besoin d'autre chose, dans les bureaux vitrés de Warner Amex, c'est aussi ce que dit Les Garland. Quand nous avons conçu le programme, nous nous sommes dit, essayons de mettre la main sur le public qui a été négligé jusqu'à présent par la télévision, les 12 à 34 ans. Et puis, les chiffres d'audience ont confirmé avec de légères fluctuations que le spectateur moyen a 24 ans, que l'auditoire se compose à égalité de garçons et de filles, d'hommes et de femmes. Et enfin, qu'un tiers du public a entre 12 et 17 ans, un tiers entre 18 et 24, un tiers entre 25 et 34. Ça a l'air d'une coïncidence, mais en fait, nous l'avions prévu ainsi. Les jeunes en ont marre de la télé et la musique a le pouvoir de les rassembler devant leurs écrans. Warner Amex met une équipe de jeunes producteurs sur le coup, dont John Sykes. Il loue un petit studio dans un immeuble du West Side. Une équipe de VJ, vidéo jockey, est engagée. Ils sont 5, censés correspondre au profil sociodémographique que la chaîne veut atteindre. Goodman, l'homme affable, Hunter, le DJ populaire, Jackson, le vétéran de la radio, Blackwood, la bombe, et Queen, la fille d'à côté, The Girl Next Door. La recette est simple, une dizaine de clips par heure, 24 heures sur 24, de la publicité bien ciblée et, ponctuellement, des jeux, des concerts pop et des films musicaux. Le tout est emballé et vendu par des VJs, des vidéojockeys, nouvelles idoles du petit écran, dont le rôle consiste à raconter les dernières nouvelles de la scène rock et pop et à interviewer les chanteurs. La recette est là,
Mais le succès est incertain. Alors la production leur a conseillé de quand même garder leur boulot, au cas où ça ne marcherait pas. C'est ainsi que, paré pour l'aventure, en ce 1er août 1981, MTV fait le grand saut de l'antenne. You are about to participate in a cable adventure, which reaches from the outer limits to your inner sanctum. You are experiencing the sight and sound of MTV. Music Television. Et très rapidement, ça fonctionne. 1 ou 2 millions de téléspectateurs en ce 1er mois d'août 1981. Les chiffres grimpent bien plus vite que prévu. Première télévision musicale, MTV Music Television, qui tient tête à une dizaine de concurrents nationaux et surtout régionaux. Tous misent sur l'application à l'écran d'une vieille formule de la radio, le hit parade permanent. Hit parade de clips vidéo, genre nouveau et désormais un des pôles de la création originale dans l'audiovisuel. Les jeunes Américains sont conquis. À une soirée, par exemple, ça peut tourner toute la nuit. La musique continue, c'est clairement une bonne manière de faire la fête. Et vous, comment est-ce que vous regardez MTV? Ça peut durer plusieurs heures? Oui, je regarde quand je veux juste me coucher et me détendre. C'est vraiment comme écouter de la bonne musique, mais tu peux voir les gens, les voir chanter, parce que la plupart du temps, tu ne sais pas à quoi ressemblent les chanteurs. Et parfois, ils sont complètement dingues et tu peux voir l'énergie qu'ils mettent dans ce qu'ils font. Dans les 2 mois, les magasins de disques vendent des albums d'artistes qui ne passent pas en radio, mais qui passent à la télé. La chaîne n'existe pas en Europe. Quand Billy Joel arrive en tournée en Belgique, il raconte cette nouveauté qui est en train de bousculer l'industrie musicale. Il existe une chaîne de télévision aux États-Unis qui diffuse des clips vidéo 24 heures sur 24. C'est un autre moyen de communiquer la musique. Il y a aussi des stations de radio qui ne diffusent que quelques disques sélectionnés dans de nombreux endroits. Pour moi, la vidéo était donc un autre moyen de faire diffuser un disque. Et je me suis dit que tant qu'à faire un clip vidéo, autant faire quelque chose de différent. Faisons quelque chose qui fasse preuve d'un petit peu d'ingéniosité. Les clips vendent la musique. Or, dans le modèle économique de MTV, ces clips sont gratuits. Les vidéoclips sont fournis par les maisons de disques, pour lesquelles MTV représente un des plus puissants outils de promotion des ventes. MTV fait les stars. La première et la plus grande est Michael Jackson, un des rares chanteurs de couleur admis sur une chaîne destinée au public blanc. MTV est donc en train de révolutionner la télé et l'industrie musicale en tentant d'attirer les ados. Et il n'y a pas que les jeunes qu'MTV parvient à attirer. When you lose your mind, Calvin Klein jeans. it's great to have a body to fall back on. Les annonceurs aussi. Et dans la tour de la Warner Amex, John Sykes se frotte les mains. Nous gagnons tous nos revenus grâce à la publicité. Et nous avons chaque jour de nouveaux annonceurs qui savent qu'il y a un marché spécifique ici, un public particulier qu'ils peuvent atteindre pour la première fois. Avant, ils devaient aller sur la télévision généraliste et atteindre tout le monde à la fois avec leurs messages. Maintenant, ils peuvent les cibler très précisément. Dans notre cas, c'est les 12-34 ans qui aiment le rock'n'roll. Le rock, les clips vidéo et leur montage beaucoup plus serré, le logo mythique qui change de couleur et qui s'anime différemment de jour en jour, MTV développe une nouvelle esthétique qui va marquer la télévision. For the next hour, sit quietly or get up and dance. Mais ce n'est pas tout. Avec la chaîne, les jeunes apprennent à regarder la télévision différemment. Nous sommes en train de changer la manière dont les gens regardent la télévision ici aux États-Unis. Jusqu'ici, c'était tu rentres à la maison, tu regardes ton émission, tu regardes une autre émission et puis tu vas au lit. Tu consacres 1h30 ou 1 heure de ton temps pour voir cette émission. Avec MTV, on change la manière dont l'habitude se construit. Tu regardes 45 minutes et puis tu pars, et puis tu reviens pour 1 heure. Tu gardes complètement le contrôle dans un environnement qui est totalement créé pour la musique. Un contenu qui plaît aux jeunes, disponible en continu, la possibilité de cibler la publicité. D'une certaine manière, la génération MTV était la grande sœur de la génération Internet. We can make the music soft or make your television explode.
La première, l'histoire continue. On raconte donc l'histoire d'MTV dans cette émission. On essaie aussi de comprendre quel a été son impact sur l'industrie musicale, sur les artistes, sur la musique, sur la télé, sur les jeunes. Enfin, il y a 1000 choses à débriefer. Nous sommes avec Bernard de Belair et Benoît de Coing. J'ai aussi pu poser quelques questions à Olivier Cachin, qui est journaliste, écrivain, animateur télé de nombreuses émissions musicales à la télé française ces 40 dernières années. Je lui ai demandé quel avait été pour lui le plus gros impact d'MTV. Voilà ce qu'il m'a répondu. Je pense que l'impact, il a surtout été pour les groupes et les artistes, parce que le fait d'avoir une vidéo très chère et multidiffusée sur MTV, au moins dans un premier temps, ça a augmenté les ventes de façon sensible. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde voulait être sur MTV, parce que c'était encore plus fort que d'être programmé sur une grande radio, puisque là, on était sur une échelle mondiale. MTV, c'était pas seulement une chaîne américaine, c'était aussi, pour tous ceux qui avaient le câble ou l'équivalent à l'époque, une chaîne diffusée dans le monde entier. Donc bien sûr, l'impact était fort, mais je pense que c'est surtout pour les artistes. Bernard de Belair, vous êtes d'accord avec ce que dit Olivier Cachin? Le gros impact d'MTV, c'est plutôt sur la musique, sur l'industrie de la musique? Ça a révolutionné évidemment la manière dont on vendait la musique, mais ça a aussi révolutionné peut-être la manière dont on la faisait. C'est ça qui est assez impressionnant. Enfin, c'est un média qui a vraiment révolutionné, qui a marqué l'époque, qui a marqué les années 80, je le disais, mais qui a aussi marqué les années 90, évidemment, d'une autre manière, plutôt avec le hip-hop à ce moment-là. Mais en quoi est-ce que ça a changé la manière de faire de la musique? Je pense qu'à partir du moment où une vidéo, donc un clip, devient absolument obligatoire pour pouvoir passer sur MTV, évidemment, je pense que toute l'esthétique change. Et donc, je me demande même si certaines chansons ne sont pas des prétextes. Enfin, voilà, on ne sait pas trop si c'est la vidéo ou la chanson qui est la plus importante. Donc, je pense que ça a vraiment changé le mindset de tous les musiciens de l'époque. Oui. Benoît de Coing, sur la consommation, c'est assez intéressant ce qu'on entend dire de la part d'un des cofondateurs d'MTV, John Sykes. C'est cette idée que tout à coup, les jeunes vont pouvoir regarder la télé tout le temps dans leur divan, c'est un peu ce que... Et ensemble, les adolescents des années 80, des années 90, des années 2000 se souviennent assez bien de regarder MTV tous ensemble, tout en papotant, tout en faisant d'autres choses. Oui, je pense que, comme Bernard l'a dit, ça a créé des objets un peu qui sont devenus des objets cultes et de référence pour des générations. Et au même titre qu'un film, un bon film ou une bonne série, oui, moi quand j'allais à l'école après, il fallait avoir vu certains clips pour pouvoir en parler avec les copains. Tu as des clips de Daft Punk, par exemple. Exactement, si on les avait pas vus, on était un peu largués. Donc, ça devenait quelque chose de très central. Alors, dès le lancement d'MTV, il y a un constat qui s'est posé. Ce qu'on voit, c'est surtout du rock qui est joué par des blancs. Et ça ne reflète pas la réalité de la musique américaine à l'époque. Écoutez ce qu'en dit Olivier Cachin. Au début, c'est une chaîne très très pâle au niveau de la programmation, et on va s'en apercevoir quand Michael Jackson, qui sort donc Billie Jean, le clip de Billie Jean, peu de temps après la création de la chaîne, se voit obtenir un refus de diffusion en disant que ça n'était pas le format, ce qui était une façon polie de dire les Noirs ne sont pas les bienvenus sur cette chaîne. Ça, c'était les débuts, bien sûr. Heureusement, ça a changé. Comment est-ce que ça a changé, justement ? Ce qui a changé, c'est justement notamment l'affaire Michael Jackson, parce que le patron de Epic Records, qui était le label de Michael, a été voir directement le boss de MTV pour lui dire, en gros, je résume, si tu passes pas mon artiste, je vais faire savoir à tout le monde que t'es un gros raciste, parce que il est numéro 1 partout, pas seulement dans les charts black ou R&B, mais aussi dans les charts pop, albums, singles. Donc la seule raison qu'il pouvait y avoir de ne pas le passer, c'était parce qu'il était noir. Et en passant, il a aussi rajouté, et je te ferai un ban sur tous les artistes que j'ai blancs sur mon label, Dylan, etc. Donc évidemment, tout d'un coup, MTV s'est aperçu que finalement, c'était dans le format Billie Jean. Et évidemment, ça a été une des plus grosses rotations des débuts de MTV. MTV, ça a accompagné quel genre musical ? Parce qu'au départ, ce qu'on entend, c'est plutôt des trucs pop, rock, etc. Comment ça va évoluer ?
MTV, c'est une chaîne qui va beaucoup évoluer dans sa programmation, justement, parce qu'au début, c'est principalement le rock FM américain classique, Tom Petty, les Stones, ce genre d'artistes. Et puis, suite à l'apparition de Michael Jackson, qui va ouvrir une brèche pour les artistes noirs, ça va se développer jusqu'à en arriver à Yo MTV Rap, qui sera une émission qui va être essentiellement consacrée au hip-hop, donc à ce nouveau genre musical qui commence à envahir les ondes et à vendre par grosse quantité. Bernardo Belair, sur cette question du racisme d'abord à MTV, en tout cas MTV qui est taxé de racisme à l'époque, l'épisode Michael Jackson, etc. Alors effectivement, Michael Jackson, c'est le point de rupture, mais déjà un petit peu avant, en fait, ils se sont défendus de ça, forcément, mais ils ont expliqué par après que l'idée de départ, c'était de faire une chaîne rock, en fait. Ils avaient comme argument principal, ce qui n'était pas totalement faux, qu'il y avait très très peu d'artistes noirs qui avaient des clips, parce que les maisons de disques n'investissaient pas là-dedans. Donc ça, c'était leur argument de défense. Alors évidemment, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que les maisons de disques ne finançaient pas des clips d'artistes noirs parce que ils ne passaient pas sur MTV. Le premier artiste noir qui a été diffusé, c'était quand même le premier jour. Le 58e morceau qui a été diffusé le premier jour, c'était les Specials, qui est un groupe multiracial britannique. Mais donc, c'était vraiment très très marginal. Mais encore une fois, ils se défendent de ça parce que c'était le projet initial, c'était de faire une chaîne rock. On peut dire alors que quelque part Thriller était donc ce clip de Michael Jackson qui est devenu absolument mythique était une réponse à la position que prenait MTV, ou ça c'est allé trop loin. Alors, ce qui est amusant, c'est que Billie Jean, évidemment, avec le clip qui était, tout le monde s'en souvient, mais il était seulement pas en heavy rotation, comme on dit, donc il passait pas tellement souvent. C'est surtout avec Beat It, qui est un morceau beaucoup plus rock, que les choses ont changé. Puis alors, évidemment, Thriller, et puis, forcément, Michael Jackson est devenu l'artiste majeur de MTV, mais c'était pas vraiment le cas au début. Puis il y a eu toute cette explosion d'artistes, Cyndi Lauper, évidemment, Madonna. Madonna a aussi un rôle extrêmement important dans le développement de MTV au début. En quoi ? Parce que ces clips Like a Virgin, ça a évidemment marqué très très fort l'époque. Les gens adoraient ça. Elle est devenue une superstar et donc forcément on passait de plus en plus sa musique. Benoît Dokwang, on entendait Olivier Cachin parler de l'arrivée du rap sur MTV relativement tôt en fait. Yo MTV Rap, c'est 1986. Je pense, vous réalisez des clips notamment pour le rap ici en Belgique. Est-ce que vous avez cette image d'MTV comme un endroit où on va promouvoir le rap? Parce que par exemple, moi, c'est pas du tout un sentiment que j'ai si je regarde l'expérience que j'ai pu avoir d'MTV dans les années 90, par exemple. Oui, de mon expérience, pas du tout non plus. Moi, c'était vraiment les groupes de ce que j'ai en tête, beaucoup des groupes de pop-rock américains. Moi, j'écoutais beaucoup Sum 41, Linkin Park, des groupes comme ça, mais j'ai découvert le rap très très tard, et je dirais même presque au moment où j'ai commencé à en faire des clips ici, quand il y a eu un peu la nouvelle vague du rap francophone et belge. Mais donc, dans mes souvenirs, pas du tout de rap quand j'étais jeune. On peut dire, Bernard, que MTV a quand même joué un vrai rôle pour l'émergence du rap, où l'arrivée du rap comme musique mainstream, elle est liée à d'autres facteurs. C'est marrant parce que moi j'ai plutôt l'impression que MTV a joué un rôle absolument fondamental. Yo MTV Raps, présenté par Fab Five Freddy, dont Blondie, elle le cite dans Rapture, ça a été vraiment aussi un point de rupture. Évidemment, il y a eu toute cette imagerie du rap qui est très très connue, les chaînes en or, tout ça. Sans MTV, je pense que ça n'aurait pas été le cas, pas à ce point-là en tout cas, parce que c'était marginal. Finalement, on écoutait du rap, mais est-ce que les mecs avaient des chaînes en or ? On le savait pas. En revanche, avec MTV, évidemment, ça a changé toute l'imagerie du rap. Pour moi, ça c'est vraiment, je pense beaucoup au rap, au hip-hop, quand quand on me parle de MTV, oui. C'est vrai que Benoît Dokwang, le rap à grosse chaîne en or, dans une Cadillac, avec une piscine et des filles à moitié nues, à moitié
à poil au bord d'une piscine. Ça, c'est quand même aussi une partie de l'esthétique MTV. Oui, c'est vrai que quand on en parle maintenant, je repense quand même qu'il y a beaucoup d'artistes que je voyais quand même beaucoup passer. Je pense à l'époque à 50 Cent, à Snoop Dogg et puis tous les rappeurs de la West Coast. Snoop Dogg qui se transformait en chien. Oui, en Doberman, ça reste un clip mythique. Hein. Et celui avec Pharrell aussi, Drop It Like It's Hot, c'était vraiment des clips qui étaient très mythiques. Donc, je pense de mon côté, il y a peut-être un effet de mode où on écoutait plus le pop rock américain, mais que le rap était quand même présent, mais toujours avec un côté plus underground que maintenant qui est devenu mainstream. Quoi. Est-ce que, Bernard, vous diriez que MTV a su, jusqu'à un certain point, en fait, régulièrement s'adapter à l'évolution des modes en partant effectivement du rock, de la pop, le rap et puis après le R&B? Alors oui, tout à fait évidemment, mais ce qui est très très amusant en tout cas, c'est que MTV, au début, il y avait que des artistes anglais ou européens comme A.A. C'était vraiment incroyable. C'est la seconde, c'est ce qu'on appelait la British Invasion, donc l'invasion des Britanniques. Ça, c'est dans les années 60 avec les Beatles, les Rolling Stones, les Kings et tous ces groupes. Et puis là, il y a Duran Duran qui est arrivé. Toute cette génération-là, c'était dingue. Human League. Et très étonnamment, ils ont été vraiment en pointe là-dessus. Et c'est seulement par après, bon, il y a eu aussi Tom Petty, on le citait, mais c'était quand même très très britannique, très étrangement au début, parce que les Anglais ont été vraiment très très en pointe au début des années 80. C'est eux qui sont arrivés avec cette nouvelle pop, avec des musiques un peu électroniques. Mais MTV a su effectivement très très vite, évidemment le triomphe de Michael Jackson, il y a eu Prince à la suite de ça. Mais je suis désolé de ramener à ça, mais Yo MTV Raps avec Fab Five Freddy, je pense que ça a été très 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 important aussi. Donc ils ont su se renouveler tout le temps d'ailleurs, pendant même à la fin, ils passaient plus du tout de musique, quoi. On va y venir d'ailleurs, mais avant ça, c'est intéressant ce que vous disiez, Bernard, sur le fait qu'il y avait énormément de Britanniques au début, mais que aussi, comme le dit Olivier Cachin, MTV, c'est une entreprise d'une certaine manière de soft power américain. Ah bien sûr, MTV a été, comme d'ailleurs toutes les entreprises culturelles américaines, quelque chose qui boostait l'image de ce pays et qui contribuait à cette fameuse utopie du rêve américain. On voyait des clips incroyables, des gens qui volaient dans l'espace, qui marchaient à l'envers, qui dépensaient des centaines de milliers de dollars, voire de millions, pour réaliser des clips incroyables, que ça soit Madonna, Michael Jackson ou les gros artistes comme ça. Donc oui, il y a quelque chose qui a quand même été de l'ordre de l'exaltation de cet esprit américain conquérant qu'on a vu aussi bien au cinéma qu'à la télévision. Benoît Dokwang, vous êtes d'accord avec ça? Quelque part, on a été imprégné de la culture américaine, notamment à travers MTV? Oui, je pense très fort. Et comme on disait, c'est pas uniquement par les clips, mais c'est vrai que moi, quand j'étais adolescent, je regardais aussi beaucoup les émissions d'MTV. Je sais pas, je pense par exemple à Pimp My Ride avec Exhibit. Mais donc je pense que oui, ça nous a beaucoup marqué et notre référent visuel et musical a été beaucoup ce qu'on voyait aux États-Unis. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à faire des clips de rap ici en Belgique, c'était encore fortement influencé par ce qu'on voyait des rappeurs américains. J'ai fait beaucoup de clips avec des faux billets, avec des grosses voitures de location. Mais donc, il y a encore eu cette influence très forte jusqu'à récemment où j'ai l'impression qu'on a commencé à se réapproprier notre culture à nous. Mais on parle d'il y a quelques années seulement. La première, l'histoire continue. Comment MTV a-t-elle évolué, mais surtout comment les clips musicaux ont-ils évolué? C'est ce qu'on essaye de comprendre dans la deuxième partie de cette émission avec Bernard Dobeler, Benoît Dokwang et Olivier Cachin, à qui j'ai pu poser quelques questions et qui me disait notamment à quel point MTV avait changé au fil des années. MTV a évolué, alors certains diront que c'est pas forcément dans le bon sens, parce que c'est vrai que l'idée du robinet à clip qu'il y avait au début, c'est petit à petit transformé en chaîne, je dirais, classique, généraliste, et qui va chercher l'audience là où elle peut le trouver le plus facilement. Les émissions genre Dirty Sanchez, Jackass, tout ça, c'était vraiment, ça a été des gros succès. Après, il y a eu d'autres téléréalités, et petit à petit, ça a remplacé la musique. Et puis, il faut dire qu'aussi, depuis, ça faisait quelques années déjà que MTV
MTV n'était plus la seule chaîne à diffuser des clips, parce qu'on est passé d'un quasi-monopole, parce que quand c'est arrivé, c'était les seuls. Faut rappeler qu'à l'époque, en France, par exemple, si on voulait regarder des clips, fallait tenir jusqu'à 1h du matin, fin des programmes, pour avoir quelques programmations de clips sur des chaînes comme M6. Donc ça a été une grande innovation. Et puis quand la musique en images s'est généralisée, MTV est allé chercher le public ailleurs que uniquement chez les amateurs de musique. Hi, I'm Johnny Knoxville. Welcome to Jackass. Bernard Dobeler, à un moment donné, le robinet à clips, en fait, ça sert plus à grand chose. Il y a YouTube, il y a les plateformes, il y a les réseaux sociaux, et donc la vocation musique, clips musicaux 24 heures sur 24 et d'MTV, elle se perd un peu? Oui, en France, il y avait MCM aussi qui était très important. Oui, effectivement, comme vient de l'expliquer Olivier Cachin, ils ont dû se réinventer, et pas pour le mieux. Enfin bon, il y a des fans de Jackass ici même. Je pense que ceux qui ont vécu les années Jackass, les années Pimp My Ride, ce départ de la télé-réalité qui était un peu trash et qui était un peu second degré, je pense que ça a très bien fonctionné auprès d'un public comme Benoît Dokwang qui était ce public jeune, et ça correspondait en fait à la stratégie d'MTV qui peut-être n'était pas une chaîne musicale, c'était une chaîne qui voulait faire de l'audience, de la Warner. Cela dit, Pimp My Ride était présenté par Exhibit, qui était un rappeur aussi. Quand même, il y avait un lien avec la musique. Et puis bon, ça c'était très très soft à côté de Jackass ou de Beavis. De Dirty Sanchez, ouais. Oui, voilà. Donc c'est vrai qu'ils sont allés dans un truc très trash en fait. Sur la question des clips maintenant, Benoît Dokwang, parce que c'est ça que vous faites et c'est intéressant de vous entendre là-dessus. On le disait, à un moment donné, cette idée du robinet à clips, ça fonctionne plus. C'est des clips qui étaient quand même très bien faits, très léchés, avec des gros budgets. Les moyens de production ont changé. Aujourd'hui, c'est quoi les différences? Comment est-ce qu'on fait un clip et où est-ce qu'il va débarquer, où est-ce qu'on va pouvoir le voir, l'écouter, l'entendre, etc. Mais je crois que depuis cette époque-là, le clip a vécu quelques petites révolutions, et que moi, j'ai commencé à en faire au moment où c'était une de ces révolutions. Je pense qu'il y a deux principaux vecteurs pour ça. Il y a la démocratisation des moyens de production, et c'est là où moi j'ai pu avoir la chance en fait de faire des clips. C'est que à l'époque d'MTV, pour faire un clip, c'était d'office des dizaines de milliers d'euros, des grosses équipes de production, des caméras inaccessibles. Et en fait, on est arrivé à un moment dans les années, je sais plus exactement, mais peut-être 2012, quelque chose comme ça, où les caméras de type amateur pouvaient produire une image qui était suffisamment qualitative pour en faire quelque chose de correct. Et donc, on a vu cette émergence de groupes plus indés qui avaient la capacité, du jour au lendemain, de produire des clips faits maison, on va dire. Parce qu'avant, les clips, c'était vraiment pour les méga stars. Oui, je pense que s'il n'y avait pas un label, une maison de production derrière qui alignait l'argent, c'était impossible pour un groupe d'imaginer faire un clip. Et donc ça, c'était une des premières révolutions. Et puis après, il y a eu le changement du mode de consommation qui est évidemment fortement impacté par les réseaux sociaux. Mais je ne vous apprends rien en disant que maintenant, demander à, je pense, de quelqu'un de la nouvelle génération de regarder un clip de 3 minutes 30, ça relève de l'effort quand on sait que la durée de consommation, je pense qu'on doit être autour de 8-12 secondes, quelque chose comme ça. Et qu'on scrolle très vite dès qu'on a une once d'ennui. Donc voilà, je pense que c'est les deux vecteurs qui ont fortement influencé la trajectoire du clip. Et qui fait que de nos jours, je crois que déjà on n'est plus à la recherche de ce clip surproduit. Le côté accessible et bricolé des débuts est devenu en fait une esthétique à part entière. Je pense que maintenant, et d'autant plus avec les réseaux sociaux, on valorise fortement ce côté spontané, ce côté authentique, et donc ça a fait que le clip s'est dirigé vers cette tendance-là. C'est quoi aujourd'hui l'esthétique d'un clip? C'est quoi sa durée? C'est difficile de le dire. L'esthétique, maintenant, ça s'est encore beaucoup diversifié. Il y a des gens qui font ça très, très maison avec très peu. Maintenant, on a beaucoup de clippers, comme on dit, qui savent faire tout seul, plus besoin d'équipe. Mais il y a encore aussi des clips assez produits. Maintenant, sur la durée, je pense que la grosse différence, c'est que les gens découvrent les clips par YouTube, mais aussi beaucoup, les nouvelles générations, par TikTok. Et donc, en fait, les clips se font de plus en plus rares pour ça. Oui, et il y a quelque chose, Bernard, qu'on peut peut-être souligner, c'est que TikTok, c'est en fait l'effet inverse. On utilise une musique sur laquelle on va fabriquer une image, ou on utilise une image sur laquelle on va mettre une musique. Et donc, les musiques qui vont passer en trend sur TikTok sont pas des musiques pour lesquelles le label, la maison de production
a mis des images, ça émerge un peu tout seul comme ça. Et qui n'ont parfois même aucun lien avec l'actualité. Enfin, l'exemple, c'est Dreams de Fleetwood Mac, le gars qui se filme sur une planche à roulettes et qui fait des millions de vues. En mettant la musique de Fleetwood Mac. Oui, et donc ce qui a relancé d'ailleurs, ils ont fait une tournée grâce à ça. Enfin, c'est un truc de fou. Ils sont rentrés dans les charts. Je pense que c'était 40 ans après la sortie de l'album. Oui, donc c'est complètement différent aujourd'hui, ça c'est sûr. C'est beaucoup plus facile, beaucoup moins cher. Bon, on réussit pas à chaque fois, évidemment. Il y a quelque chose de beaucoup plus hypothétique aujourd'hui quand on fabrique, quand on conçoit un clip. Avant, on se disait, ok, je fais mon clip, il va sur MTV, en haute rotation, ça va marcher. Aujourd'hui, il faut espérer que ça prenne, que ça fonctionne. Je pense que c'est inhérent justement à l'effet de démocratisation. L'effet génial, c'est que tout le monde maintenant peut faire un clip maintenant juste avec son téléphone dans sa chambre. Mais l'effet plus négatif, c'est que tout le monde peut faire un clip avec son téléphone dans sa chambre. Donc l'offre est tellement énorme par rapport à avant. À l'époque d'MTV, il y avait peut-être quelques dizaines de clips qui tournaient, tout le monde les regardait. Maintenant, chaque jour, c'est impossible de suivre. En fait, il y a des dizaines, des milliers de morceaux qui sortent chaque jour. Donc pour émerger de la masse, ça devient très compliqué. Et en même temps, le clip reste, je pense, un outil très utile pour les artistes pour ce but-là. C'est que pour émerger de cette masse de musique qui apparaît sur les plateformes de streaming, il faut passer par une identité visuelle forte. Et le clip, ça permet ça. Et est-ce que les labels, les maisons de production, etc., payent suffisamment ? Parce qu'on sait qu'avec le fait que les moyens de production soient aujourd'hui plus légers, on a tendance à considérer que ça coûte moins cher. Est-ce qu'aujourd'hui, ça paye encore de concevoir et de réaliser des clips ? Moi, j'ai jamais vu le clip comme un moyen vraiment de subsistance en tant que réalisateur, parce que déjà quand j'ai commencé à faire les clips de rap, donc c'était à l'époque où ça s'est démocratisé, on faisait vraiment ça avec 3 bouts de ficelle. J'ai eu après quelques morceaux où les labels ont été d'accord de mettre un vrai budget, mais en général, tout le budget part dans la production du clip. Et donc moi, j'ai toujours vu en tant que réalisateur les clips comme plutôt un tremplin et un moyen d'expérimenter, parce que ce qui est chouette avec le clip, c'est que c'est un format qui peut être très hybride, où il n'y a pas moins de code que dans peut-être la fiction, par exemple. Et c'est un terrain de jeu assez intéressant qui peut permettre à un réalisateur de mettre en avant sa vision. Mais des réalisateurs qui vivent vraiment uniquement du clip, j'en connais vraiment très peu. Est-ce qu'il y a encore des clips, et on va terminer par là, peut-être à tous les deux, est-ce que vous voyez, vous, des clips qui sont des clips iconiques, qui ont été réalisés récemment, qui sont entrés dans la culture, comme ont pu entrer dans la culture et dans les référents communs des clips venus d'MTV? Je serais vraiment en peine de citer quoi que ce soit. En revanche, chacun a ses préférés. Moi, j'ai été fasciné par un clip de Fortet il y a 3-4 ans qui était absolument fabuleux. Mais bon, ça, je crois que il y a 10 000 personnes qui ont dû le voir. Donc, je sais pas. Je crois qu'il y a plus du tout de clips. Enfin, je ne suis pas spécialiste de la vidéo, mais je pense qu'il y a plus de clips qui marquent autant l'époque que, on en parlait tout à l'heure, Thriller de Michael Jackson ou Smells Like Teen Spirit de Nirvana, évidemment. Je suis assez d'accord. Maintenant, sur les dernières années, c'est vrai qu'il y a certains artistes des fois qui se démarquent parce qu'ils ont une vision visuelle et artistique très forte. Par exemple, je peux penser à A$AP Rocky aux États-Unis, où à chaque fois qu'il sortait un clip, ça restait quand même un événement parce qu'il essayait de pousser la barre plus loin, de proposer des choses nouvelles et assez innovantes. Sinon, c'est vrai que récemment, dans les dernières années, ça se fait de plus en plus rare. Le dernier clip qui m'aura peut-être marqué, c'est Fashion Designer de Théodora en France, où elle a voulu encore mettre le paquet. Et comme elle est sur un moment d'émergence et de se faire connaître du public, marquer le coup, je pense, avec une identité forte, mais c'est vrai que ça se fait de plus en plus rare. Et c'est vrai que ça correspond sans doute à l'évolution de la consommation médiatique, où la télé était un des grands moyens de rassemblement sur des références communes. Et puis, dans un monde de plateformes, c'est beaucoup plus fragmenté. Et chacun a des références qui lui sont propres, Bernard. Oui, je voudrais simplement peut-être mettre l'accent sur un petit point. Je pense qu'MTV aussi a permis aux femmes d'être beaucoup plus présentes. Avant les vidéos, la musique féminine était vraiment... dans les années 70, il y avait très très peu oui, il y avait quelques chanteuses, mais les groupes, ça n'existait pas. Et donc, évidemment, l'arrivée de Madonna, de Cyndi Lauper, Eurythmics, et puis dans les années 2000-2010, Cardi B, Rihanna, etc. Beyoncé, évidemment, Beyoncé.
ou Lady Gaga, c'est très très important. Et donc la vidéo a permis à toutes ces artistes féminines d'avoir une visibilité qu'elles n'avaient pas avant. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous pour débriefer cette histoire d'MTV. Avec plaisir. Merci à vous. Merci aussi à Olivier Cachin qui a répondu à mes questions. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait chaque semaine dans l'Histoire continue. Avec les archives de la Sonuma, une émission réalisée par Jonathan Remy, coordonnée et préparée par Émilie Malice.